d'Austerlitz, tiens, encore Austerlitz, et qui célébrait cette victoire. La commune, je le rappelle, l'avait fait abattre, dénonçant, je cite, « ce monument, affirmation du militarisme, négation du droit international, insulte permanente des vainqueurs aux vaincus, un attentat à la fraternité. » La République la fit remonter, condamnant au passage le peintre Gustave Courbet à en payer les frais. Elle n'oubliera pas non plus, en expiation des péchés de la commune, de faire édifier sur la butte Montmartre, là où tout avait commencé, une église, le Sacré-Cœur. C'est peut-être le seul monument sur la commune qui existe à Paris. Qui s'en souvient encore? Alors, cette vision mémorielle de notre histoire tend à faire de la commune un petit accident, certains auraient dit un détail de l'histoire, et à faire oublier l'expérience originale qu'elle fut et qui a encore tant de choses à nous dire. Et ce n'est pas la place laissée aujourd'hui à la commune dans les livres d'histoire pour les collégiens et les lycéens qui pourraient nous laisser penser le contraire. Après ces quelques remarques inspirées par l'actualité, partons ensemble, si vous le voulez bien, très exactement 150 ans en arrière. Nous sommes le 20 mai 1871. La commune ne sait pas encore qu'elle vit ses dernières heures. Le conseil communal a continué de se réunir et de délibérer, comme s'il disposait de l'avenir. Il vote la création d'une commission destinée à assurer la transparence de la gestion des fonds publics. Place Vendôme, les tronçons de la colonne, tiens, encore elle, qu'on vient d'abattre quelques jours plus tôt, attire toujours les badauds, indifférents à la canonnade qui gronde depuis plusieurs semaines aux portes de Paris, là-bas, vers l'ouest. Ce soir, au théâtre Lyrique, la fédération artistique donnera sa première représentation. Et Rosa Bordas, la diva de la commune, connaîtra son habituel triomphe en chantant la canaille au concert parisien. Cette nuit-là, Élie Reclus, le frère d'Élysée, le directeur de la Bibliothèque nationale, écrira dans son journal ces phrases prémonitoires. Je le cite. « Pendant que nous dormons, 150 000 hommes rôdent. Et si nos braves gardes nationaux ne parviennent pas à repousser ces hordes envahissantes, la ville est massacrée. La révolution est perdue, le monde livré aux horreurs. Demain, ce sera le 21 mai, une grande fête populaire se déroulera aux Tuileries. Mais pendant que Paris dansera, les soldats versaillais pénétreront dans la ville par les bastions du Point du Jour, écrasés par les obus, et que les gardes nationaux auront dû abandonner. La semaine sanglante et son cortège d'exécutions sommaires et de massacres organisés va commencer. Elle fera 20 000 morts parmi les Parisiens. Et MacMahon, le chef de l'armée, pourra fièrement proclamer « L'armée de France est venue vous sauver. Paris est libéré. Aujourd'hui, la lutte est terminée. L'ordre, le travail et la sécurité vont renaître. » La répression, elle va continuer. 40 000 personnes seront arrêtées, des milliers déportés en Nouvelle-Calédonie et des milliers également prendront chemin de l'exil. Il faudra attendre près de 10 ans pour qu'une loi d'amnistie permette enfin leur retour. Alors, si on veut essayer de comprendre pourquoi la commune est arrivée à Paris, qu'elle n'a pas réussi à s'imposer en province, il faut peut-être un petit peu revenir en arrière. Je vous propose de revenir au 19 juillet 1870. Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Quelques semaines plus tard, le 2 septembre, après une campagne calamiteuse, il est fait prisonnier à Sedan. Le 4 septembre 1870, les Parisiens pénètrent en foule dans l'hémicycle, réclament la déchéance, Gambetta proclame la République. Fort habilement,
les députés républicains de Paris vont récupérer à leur profit les événements et vont former un gouvernement de la défense nationale. Le 19 septembre, le siège de Paris par les Prussiens va commencer. Quand les souvenirs de 1792 enflamment les esprits, le peuple de Paris se lance dans la défense avec patriotisme. Les hommes valides sont incorporés dans la garde nationale et les canons sont fondus grâce à une souscription citoyenne. Paris refusera jusqu'au bout la capitulation. Malgré le froid, l'hiver 70-71 est particulièrement terrible, il fera pratiquement -10 tous les jours. La faim, on mangera des chiens, des chats, les riches qui peuvent se le payer, les autres se contenteront des rats, et malgré aussi les bombardements. Les épreuves vont rapprocher les Parisiens. La solidarité va se développer dans les faubourgs et dans le creuset de la garde nationale se forge un esprit collectif et citoyen. Il ne ménagera peu à peu pas ces critiques du gouvernement qu'on va juger incompétent, incapable de gérer le rationnement et également totalement incompétent en matière militaire. Et que l'on devine peu enclin à continuer la lutte, d'autant que les armées levées par Gambetta sont battues et que les sorties destinées à briser l'encerclement s'avèrent des échecs cuisants, car particulièrement mal organisés. Alors, si les hommes du gouvernement sont des républicains, on n'y rencontre bien sûr ni révolutionnaires, ni militants ouvriers. Ces notables se méfient des classes populaires parisiennes. Il faut savoir qu'à Paris, il y a 500 000 ouvriers et que l'internationale ouvrière y est active. Et ces classes populaires sont si promptes à s'enflammer pour les révolutions que le gouvernement s'en méfie. Et il souhaite pour cela réaliser une paix rapide. Alors, les militants proches de l'internationale avaient créé des comités de vigilance dans chaque arrondissement afin de surveiller le nouveau pouvoir. À leur initiative, des clubs vont s'ouvrir et l'on va y discuter de l'avenir. Et va émerger dans ces discussions l'exigence d'une municipalité élue, une commune échappant à toute tutelle et où les citoyens géreraient leurs propres affaires. La commune, dans l'esprit de ces Parisiens, évoque aussi celle de 1792 qui avait sauvé la République et abattu la monarchie. Je rappelle que ce conseil municipal, cette volonté d'avoir un conseil municipal élu est forte chez les Parisiens parce que pratiquement depuis Napoléon Ier, ils n'ont pas eu l'occasion de pouvoir élire ce conseil municipal. D'ailleurs, je dois rappeler également que Paris n'a pu élire son maire qu'en 1977 en la personne de Jacques Chirac. Pendant très longtemps, on a voulu surveiller Paris. Alors la solution militaire se dégradant, le comité central républicain, qui est issu des comités de vigilance, décide de réagir et va placarder dans les rues de Paris la première affiche rouge qui va dénoncer l'incurie du gouvernement et qui va se terminer par ces mots: place au peuple, place à la commune. Nous sommes le 7 janvier, mais le 28 janvier, le gouvernement signe l'armistice. La population parisienne a le sentiment d'avoir été trahie. La Prusse, qui désormais peut signer la paix avec un gouvernement légitime, exige la tenue d'élections rapides. La France, dont 43 départements sont occupés par les Prussiens, ne connaîtra pas de campagne électorale. Les monarchistes, qui se présentent comme les garants de la paix face aux républicains qui ne sont que des bats-en-guerre, vont l'emporter largement. Il va y avoir pratiquement 400 élus monarchistes, soit les 2/3 de l'Assemblée nationale. On peut maintenant désormais redouter une restauration. La République est à nouveau menacée. Alors cette nouvelle assemblée n'a que de la haine pour Paris. Pour elle, c'est le chef-lieu des révolutions et de la révolte organisée. Après avoir signé une paix humiliante, à savoir, je vous le rappelle, l'abandon d'Alsace-Lorraine et le paiement de 5 milliards d'indemnités de guerre aux Prussiens, elle va prendre toute une série de mesures hostiles à la capitale. Suppression d'un solde des 30 sous des gardes nationales, qui est son seul revenu.
puisqu'il n'y a plus de travail à Paris et que les ouvriers se sont engagés dans la garde nationale. Fin du moratoire sur les loyers, fin du moratoire sur les échéances, c'est-à-dire que pratiquement la moitié de la ville va se retrouver à la rue et la plupart des commerçants et artisans vont se retrouver ruinés. Ces mesures vont toucher tous les Parisiens, non seulement les ouvriers, mais la petite bourgeoisie. Ils vont nommer, c'est Versailles, la nomination vont nommer un homme à poigne pour commander la garde nationale, et décision très symbolique, elle décide, cette assemblée monarchiste, de s'installer à Versailles, qui est la capitale des rois. En réponse, la garde nationale va décider de fédérer ses bataillons. Un comité central qui se veut le défenseur de la République va être élu. C'est pour cela qu'on a souvent donné le nom aux combattants de la Commune, le nom de fédérés, parce qu'ils appartenaient à des bataillons qui s'étaient fédérés dans la fédération de la garde nationale. 80% des bataillons de Paris se sont fédérés, il n'y a que les bataillons des beaux quartiers, soit 20% des bataillons qui ne se sont pas fédérés. Vu cette situation, on comprendra qu'il faudra mettre Paris au pas. Ortière, le nouveau chef du gouvernement, est à Paris. Il est détesté des Parisiens, qui le surnomment Foutriquet Ier, le roi des capitulars. Ce dernier va donc réunir un conseil de guerre. Il faut désarmer la garde nationale, et pour désarmer la garde nationale, le mieux, c'est de récupérer ses canons. L'opération aura lieu le 18 mars. Au petit matin, 10 000 soldats sont engagés, mais elle va s'avérer un échec absolument total. À Montmartre, l'armée ne peut pas évacuer les canons, une foule nombreuse où dominent les femmes houspille les soldats. Le général Lecomte ordonne de tirer sur la foule pour disperser les manifestants, mais la troupe refuse et fraternise avec le peuple. Plus tard, le général Lecomte sera fusillé, sans doute par ses propres soldats auxquels il avait promis le peloton d'exécution après le Conseil de guerre. La nouvelle de ce que les Parisiens vont considérer comme un coup d'État monarchiste se répand et on dresse des barricades dans les quartiers populaires, mais il n'y aura pas d'affrontement marquant avec l'armée parce qu'elle est prête à fraterniser, donc les chefs militaires vont tout simplement ordonner le repli des troupes. Les bataillons fédérés vont donc occuper sans heurts les bâtiments publics, et tandis que Thiers s'enfuit et ordonne l'évacuation de la ville. L'armée, la police, les fonctionnaires, les bourgeois des beaux quartiers vont quitter Paris pour Versailles. Le drapeau rouge est hissé à l'hôtel de ville dans la nuit. Il est occupé par le comité central de la garde nationale, tout surpris de ce pouvoir qui vient de lui tomber dans les mains. Mais il ne se sent pas légitime pour le conserver et il décide l'organisation d'élections communales. Malgré les réticences des blanquistes qui considèrent qu'il faut profiter de la situation pour marcher sur Versailles et renverser le gouvernement. Le comité central va également se retourner vers une autre légalité, celle des élus parisiens, députés et maires d'arrondissement. Les discussions sont houleuses avec ces derniers qui veulent que le pouvoir leur soit remis et que la garde nationale reconnaisse la légitimité de l'Assemblée. Finalement, les maires et les élus acceptent de porter à Versailles les revendications parisiennes. Ces revendications ne sont pas révolutionnaires. On y retrouve le désir d'avoir un conseil municipal élu, la remise des loyers, l'interdiction du territoire parisien à l'armée. Mais l'Assemblée n'est pas disposée à faire la moindre concession. Elle négocie pour gagner du temps, alors qu'accepter l'élection d'un conseil municipal aurait sans doute à la fin pu ramener le calme. Alors, je crois qu'il faut peut-être comprendre là les raisons du succès de la commune à Paris. Vous avez eu un siège qui a permis à la population de se sentir solidaire. Vous avez eu également une assemblée monarchiste qui a tout fait et qui n'avait qu'une seule envie, passez-moi l'expression, se faire Paris. Elle a donc pris toute une série de mesures qui a attaqué l'ensemble de la population parisienne. Il y a donc une espèce de front républicain qui a pu se créer à Paris
et qui ne s'est pas créé en province, parce qu'en province, il n'y a pas eu de siège, il n'y avait pas une assemblée qui voulait la peau de la ville. D'ailleurs, le 4 septembre, après la proclamation de la République, la plupart des grandes villes ont eu des maires républicains qui se sont installés. Et en général, c'était des vrais républicains et ça n'était pas des monarchistes. Donc, les conseils municipaux élus, finalement, les villes de province ont fini par les avoir, puisque le 30 avril ont été prévues des élections municipales qui ont eu lieu et qui ont donné la victoire cette fois-ci, non plus aux monarchistes, mais aux républicains. Donc, la plupart des villes de province se sont retrouvées avec des conseils municipaux élus. Et donc, l'insurrection, quel sens pouvait-elle avoir? Est-ce qu'on n'avait pas finalement plus à perdre à y gagner qu'à s'insurger? Alors, même s'ils sont restés quand même solidaires de la commune avec la volonté de faire une médiation pour éviter justement que le conflit s'éternise, on peut comprendre que ce front républicain n'a pas existé et le fait que les conseils municipaux républicains aient pu s'établir dans les villes de province ont fait que les communes qui se sont constituées aussi bien à Lyon que dans le Midi, à Toulouse, à Narbonne ou à Marseille. Marseille est un peu un cas particulier parce que là, la répression a existé, mais la plupart des autres communes, finalement, se sont, j'ai envie de dire, dégonflées sans combat ou avec plutôt des escarmouches qu'autre chose. Donc voilà pourquoi la commune s'est imposée sur Paris, mais n'a finalement pas pu s'imposer puisque les mêmes conditions n'étaient pas réunies donc sur la province. Alors puisque l'Assemblée nationale ne veut pas que Paris ait un conseil municipal, et ben très bien, Paris passera outre. Et le 26 mars ont lieu les élections au conseil communal de Paris. Les partisans de la commune vont obtenir 80% des voix. Les 20% restants allant à ce qu'on peut appeler le parti des maires, c'est-à-dire qu'ils se voulaient, eux, une troisième force entre Versailles et la commune. Le 28 mars, les résultats sont proclamés devant l'hôtel de ville, qui a été pavoisé de rouge pour l'occasion. 200 000 personnes vont y assister. Ce fut bien sûr le plus beau jour de la commune de Paris. L'avenir s'annonçait plein de promesses et plein d'espoir. Personne ne se doutait que Thiers, depuis 10 jours, réorganisait l'armée et avait négocié avec les Allemands pour le rapatriement des prisonniers de guerre. Et bientôt, une troupe de 130 000 hommes, bien équipés, soumis à une intense préparation psychologique, fut reconstituée. Le second siège de Paris allait recommencer, début avril. Alors, cette révolution qui a été menée par des sans-noms avait élu une assemblée comptant nombre d'inconnus. Elle était principalement formée de travailleurs, avec notamment une cinquantaine d'ouvriers, d'employés et d'artisans. Il y avait aussi une douzaine de journalistes et une douzaine de professions libérales, artistes, médecins, avocats, écrivains. Il y avait aussi un instituteur. Ce n'est pas une profession libérale, je m'en explique. L'essentiel de l'Assemblée, après le rapide départ des élus du Parti des maires, peu souciés de compromettre leur avenir politique avec des insurgés, sera constituée de la gauche révolutionnaire. Elle est représentée dans toute sa diversité. Il y a des blanquistes, des jacobins adossés aux souvenirs de 1793, des anciens combattants de 1848, des membres de l'Internationale, des révolutionnaires indépendants. Tous sont unis par une même volonté, améliorer le sort des classes populaires en établissant la République démocratique et enfin sociale. On peut distinguer dans les élus de la commune deux courants. Pour ce qu'on pourrait appeler les majoritaires, la commune est la continuation de celle de 1792 et devait donc s'inspirer de la Grande Révolution. Pour les autres, dans lesquels on retrouvait la plupart des internationaux, elle devait être originale et avant tout sociale, car la liberté politique n'est rien sans l'égalité sociale. Pour eux, il ne fallait pas recommencer le passé, mais édifier l'avenir.
Alors, quand je parle de majorité-minorité, il ne faut pas voir ça en termes de majorité-opposition. La minorité n'était pas opposée à la majorité. Elle avait tout simplement des différences d'interprétation concernant l'action qui pouvait être amenée. Alors, je voudrais aborder maintenant ce point de la commune, une expérience démocratique. Les élus de la commune allaient avoir à construire un édifice social tout à fait original, qui était indépendant de l'État et se gouvernant lui-même. Tous pourtant s'accordent sur le rejet d'un État centralisateur et son pouvoir fort et nécessaire qui s'y associe nécessairement. Ils aussi refusent des élus aux ordres d'un gouvernement et soucieux avant tout de leurs intérêts. Ils seront donc les partisans du mandat impératif. C'est aux électeurs d'exposer leur volonté, l'élu n'étant chargé que de la faire appliquer. Pour rompre avec le centralisme, il faut rendre le pouvoir aux communes. C'est ainsi que l'on retrouve dans la déclaration des élus de la commune au peuple français du 19 avril ces deux exigences. La reconnaissance de la République comme seule forme de gouvernement compatible avec les droits du peuple et l'autonomie absolue de la commune étendue à toute la France. La commune devait pouvoir élire son budget, nommer ses fonctionnaires, sa police, et il devait y avoir une intervention permanente des citoyens dans les affaires. La nation est ainsi vue comme une fédération de groupes autonomes. L'État, ne devant plus se charger que de ce qui est national, devra devenir un simple organe d'action au service du peuple et chargé de veiller au respect de ses décisions et à la satisfaction de ses besoins. L'Assemblée communale tenta d'inventer et d'imaginer de nouvelles formes d'organisation. Elle décida de conserver un caractère collectif et un fonctionnement horizontal. Elle se refusera même à élire un maire. Elle se dota d'une dizaine de commissions, sorte de ministères collectifs, un délégué élu de chaque commission rejoignant l'exécutif. Elle limita la rémunération de ses membres à 15 francs par jour, ce qui correspondait au salaire d'un ouvrier hautement qualifié, et elle interdit le cumul des traitements. Mais les membres de l'Assemblée communale, qui avaient la responsabilité de leurs arrondissements, se retrouvèrent vite débordés. Les ordres du jour étaient trop chargés, on ne parla pas toujours de choses les plus urgentes, il y eut trop de bavardage, des séances interminables provoquant l'agacement d'un certain nombre de ses membres. En lisant des comptes rendus des séances de la Commune de Paris, cela m'a en effet fait penser à certaines assemblées générales auxquelles j'ai pu assister personnellement, où on parle beaucoup et on a du mal à prendre des décisions, et la commune a péché bien évidemment par cet excès de démocratie qui finalement a un peu paralysé son action. Jules Vallès écrivait ces gens-là me rendront fou, moi qui suis si paresseux, des séances de jour, des séances de nuit, et pourquoi faire l'éloge de Babeuf. Vous comprenez que derrière l'ironie du propos, on retrouve un petit peu ce que j'ai dit précédemment concernant ces discussions parfois sans fin qui n'aboutissaient pas à des prises de décision. Aussi, la vie démocratique s'exerça-t-elle dans les commissions municipales qui assuraient la gestion des affaires de chaque arrondissement. L'assistance, les écoles, les subsistances. C'est là que s'exerça un véritable gouvernement direct, à l'origine d'ailleurs de nombreuses initiatives. Mais le haut lieu de la vie démocratique et sociale sous la commune reste le club. Par manque de salles, on réquisitionne les églises le soir. Dans la journée, elle est pour clergé, pour le peuple, le soir. On y vient en famille, on mange,
on boit, on fume, on chante des chansons patriotiques ou révolutionnaires accompagnées par l'harmonium. Les orateurs se succèdent sur la chaire, qui pour l'occasion a été drapée de rouge. Les discussions sont parfois vives, mais ces assemblées citoyennes élaborent des propositions, votent des résolutions que l'on porte à un des élus de l'arrondissement. À l'hôtel de ville, on a dû même créer une sorte de police qui était chargée d'intercepter ces délégués de clubs qui venaient à l'hôtel de ville, qui demandaient aux élus qui étaient en réunion de venir les voir pour pouvoir leur remettre en main propre ces résolutions. Il y avait vraiment une volonté que les élus doivent prendre vraiment le pouls de la base. On ne se prive pas non plus dans les clubs de critiquer la commune et de contrôler le travail des élus, qui, rappelle-t-on, doivent rendre des comptes à leurs électeurs. On y dénonce aussi son inertie. Par exemple, j'ai pu lire dans un compte-rendu de club, « Ne vous contentez pas de promettre au peuple l'avènement du socialisme dans le même style que les prêtres promettent à leurs adeptes les joies du paradis. Qu'attendez-vous » Les journaux, on compta près de 90 titres, dont beaucoup furent éphémères, laissaient une grande place au courrier des lecteurs et aux travaux et doléances des clubs. Les plus lus étaient Le Cri du peuple de Jules Vallès et Le Père Duchesne, très apprécié pour ses outrances langagières, où le verbe j'en foutre était conjugué à tous les temps. Ces deux journaux tiraient à 160 000 exemplaires tous les deux, en tout. La démocratie directe était aussi à l'œuvre dans la garde nationale. Les officiers étaient élus, ils pouvaient être révoqués, et il était fréquent qu'ils le soient. Hélas, en matière militaire, cela entraîna de sérieux problèmes d'organisation et de discipline, et cela explique en partie la défaite de la commune par une incapacité militaire à pouvoir faire face à une armée, elle, particulièrement bien organisée et particulièrement bien commandée. La commune allait se déchirer à cause des revers militaires. Une majorité se prononça le 1er mai pour la création d'un comité de salut public. C'était mythique, la Grande Révolution n'avait-elle pas créé son propre comité de salut public qui avait permis de vaincre. Mais c'est là où cette fameuse minorité dont je parlais tout à l'heure s'opposa à cette proposition. On n'allait pas sauver la situation en instaurant une dictature. Et c'était là usurper la souveraineté du peuple. Toujours la démocratie. La réconciliation se fit le 17 mai, mais la situation militaire était déjà critique. C'était, comme l'écrit Lisa Garret, le temps de la grande lassitude. Alors, je vais essayer d'évoquer l'œuvre de la commune. Il est évident qu'il est difficile de parler d'une œuvre pour un conseil communal qui ne vivra que l'espace d'un printemps. La commune dura 72 jours, il n'y eut que 57 jours de pouvoir communal. La commune se retrouva à devoir assurer la gestion d'une grande cité que l'administration avait désertée, désorganisant les services publics. Elle dut faire face à des opérations militaires de plus en plus violentes. Malgré tout, elle prit un certain nombre de mesures marquantes et entreprit des réformes que malheureusement elle ne put pas achever. La première de ces mesures fut symbolique. Proclamation de la séparation de l'Église et de l'État, 34 ans avant la loi de 1905. Elle sera accompagnée de mesures urgentes destinées à répondre aux grandes difficultés des Parisiens. Remise des loyers, étalement du remboursement des dettes. Ne disait-on pas que la propriété doit aussi faire sa part dans les sacrifices? Deux commissions communales furent particulièrement actives. Celle du travail et des échanges, dont le délégué était Léo Frankel, et celle de l'enseignement, dont le délégué était Édouard Vaillant. La première réalisa les premières législations sociales de l'histoire.
interdiction des amendes et retenues sur salaire, interdiction du travail de nuit. Il fallait rendre le travailleur à sa famille et à la vie sociale. Création de bureaux municipaux pour l'emploi. D'autres mesures vont aller plus loin et vont viser à remettre aux travailleurs les outils de production abandonnés par leurs propriétaires partis à Versailles. Je voudrais préciser ici que dans ce cas particulier des outils de production abandonnés, la commune avait aussi prévu leur indemnisation. Vu les circonstances, on peut s'étonner d'une telle magnanimité. D'ailleurs, la commune est restée parfaitement légaliste. J'en profite pour le rappeler. La commune devait payer, je voudrais le préciser, les 300 000 gardes nationaux, c'était 1,50 franc par jour. Il y avait en plus, pour ceux qui étaient mariés, il y avait des enfants, une prime complémentaire. Cela faisait des sommes importantes. Il fallait aussi payer les fonctionnaires qui, malgré tout, étaient restés, pour les plus pauvres, bien sûr. Et où trouver cet argent? La commune refusa de le prendre à la Banque de France. Elle demanda tout simplement un prêt. Et la Banque de France lui octroya un prêt. La commune ne voulait pas être, disait-il, les communards ne voulaient pas être considérés comme des bandits. La Banque de France appartenait à l'État, elle n'appartenait pas à Paris et donc elle n'avait pas à être pillée. D'ailleurs, même lorsqu'il y eut les réquisitions pour les logements vacants, les réquisitions pour les logements vacants s'accompagnèrent d'un état des lieux très strict concernant ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur, afin que si des choses avaient été détériorées, on puisse rembourser les propriétaires qui étaient partis à Versailles. Il faut dire que nombre de logements vacants ne furent pas réquisitionnés, puisque les bourgeois des beaux quartiers, dans leurs belles maisons, avaient préféré laisser leurs domestiques pour garder les lieux. Alors, la seconde commission, celle de l'enseignement, fit promulguer l'école gratuite, obligatoire et laïque. 10 ans avant Jules Ferry, qui fut un ennemi juré de la commune. Il faudrait se rappeler que donc l'école n'a pas commencé avec Jules Ferry. L'enseignement devait favoriser l'emploi de la méthode expérimentale, celle qui part de l'observation des faits. Il se voulait intégral, devant cultiver l'esprit et la main qui exécute. On ouvrit même une école professionnelle pour les filles, ce qui n'était jamais arrivé. Les filles, après tout, n'avaient qu'à être lingères ou vivandières. Reconnaissant la place centrale des instituteurs dans ces projets, la commune doublera leur salaire et alignera celui des institutrices sur celui de leurs collègues masculins. La culture doit également, pour les communards, se lier à l'éducation. Il faut que l'artisan se délasse de son travail par la culture des arts et des sciences. Le travailleur doit aussi se cultiver, ce n'est pas simplement un travailleur manuel. Les théâtres seront ainsi rattachés à la commission d'enseignement. La grande figure de la culture pendant la commune reste le peintre Gustave Courbet. Il était chargé de la conservation des musées et de l'organisation des expositions. Il voulait assurer le développement de l'enseignement artistique jusque dans les casernes et promouvoir une création artistique débarrassée de toute tutelle gouvernementale. La commune prendra également toute une série de mesures pour la famille, notamment la reconnaissance de l'union libre et bannissant la distinction entre enfants légitimes ou non, permettant ainsi de donner aux femmes des gardes nationaux les mêmes droits qu'ils soient mariés ou non. Ça, c'est plus d'un siècle avant le Pax. Ces mesures, s'ajoutant aux cantines et à la suppression des 3 derniers termes de loyer, feront que les femmes s'engageront pour la commune. Cantinières, ambulancières et même combattantes, comme le fut Louise Michel, qui s'engagea dans la garde nationale. Bien sûr, n'idéalisons pas les élus de la commune. Ces mesures pour la famille n'en font pas des féministes. Si peut-être j'accepterai Eugène Varlin, qui lui l'était. Et nombre d'entre eux, en bons proudhoniens, n'étaient pas favorables au travail des femmes.
On se doit d'ajouter que le droit de vote des femmes aux élections ne fut pas un sujet mis à l'ordre du jour du Conseil communal. D'ailleurs, ce droit de vote, les femmes ne le revendiquèrent pas. L'heure était aux revendications sociales. Elles voulaient des crèches, du travail, l'égalité des salaires. L'heure était aussi à la lutte armée. D'ailleurs, on l'a vu, la vie politique était aussi ailleurs. Dans les clubs, les femmes n'hésitaient pas à y participer, faire des propositions et voter des résolutions. Les plus militantes d'entre elles, avec Elisabeth Dimitrieff et Nathalie Lemel, fondèrent l'Union des femmes pour la défense de Paris, qui, malgré son titre, ce ne fut qu'un aspect de son action. L'Union, considérant que le travail des femmes est le plus exploité, sa réorganisation doit être de toute urgence. Elle lia donc ses activités avec la Commission du travail et elle reçut l'appui de Léo Frankel, qui lui confia l'organisation d'ateliers coopératifs destinés à procurer du travail aux chômeuses. Nombre d'entre elles combattirent et périrent sur les barricades lors de la semaine sanglante. Oui, vas-y. La réaction fera d'elles des prostituées, les accusera d'être des pétroleuses, et des écrivains les insultèrent. Je cite, « Elles n'eurent qu'une seule ambition, s'élever au-dessus de l'homme en exagérant ses vices. Nous ne dirons rien de ces femelles par respect pour les femmes à qui elles ressemblent quand elles sont mortes. » Cette dernière citation est d'Alexandre Dumas fils, l'auteur de La Dame aux camélias. La plupart des écrivains, d'ailleurs, fustigeront les bandits de la commune. De sanglants imbéciles, dira Flaubert, de misérables fous, ajoutera Zola, ou des bandes d'aliénés, comme le fit le critique Sarcé. Comme quoi, de tout temps, avoir voulu s'opposer est un signe de maladie mentale. Je ne peux m'empêcher ici de citer quelques-uns de nos grands auteurs. Les hyènes de 93 et les gorilles de la commune, population immonde qui grouille sinistrement dans les profondeurs des ténèbres souterraines. Théophile Gautier. C'est une émeute de fous et d'imbéciles, mêlée de bandits. On ne comprend pas que l'armée n'en finisse pas avec cette orgie. Georges Sand. Nous avons été la proie d'un soulèvement de tous les déclassés, de tous les incapables, de tous les assassins. J'espère que la répression sera telle que rien ne bougera plus. Le comte de Lille. Que le gouvernement mette une énergie terrible dans la répression et la France a 50 ans de tranquillité devant elle. Jules Verne. Mais il est temps pour moi de conclure. Les exigences démocratiques, le désir de justice sociale porté par la commune restent toujours d'une brûlante actualité. Comme l'a écrit Rimbaud, la commune voulait changer la vie. C'est pour cela qu'elle reste toujours vivante. Je laisserai, avant de vous donner la parole, le dernier mot au poète. On l'a tué à coups de chasse-peau, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des coups, et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Merci. Merci à toi, merci beaucoup. Tu as repris le micro. Sylviane, tu es là? Je ne sais pas si… Oui, tu ne me vois pas? Voilà, je ne t'entendais pas. Mais tu organises la discussion? Si tu veux. Vas-y, vas-y. C'est pas pour la discussion. Alors, qui a des questions? Qui veut prendre la parole? Moi, je ne me vois pas. Roland. Je suis Roland Foisset. Je reconnais sa voix. Je veux d'abord vous saluer toutes et tous, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas réussi à mettre ma caméra. Donc je voulais simplement